Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième webinaire du Philab intitulé Le philanthrocapitalisme, un concept et des pratiques en débat. Je me présente, mon nom c'est Annabelle Bertium, je suis doctorante à l'École de travail social à McGill et je travaille avec Sylvain Lefebvre. Donc Sylvain Lefebvre, je suis professeur à l'UQAM et je suis le coordinateur scientifique du Philab, qui est le labo de recherche sur la philanthropie à Montréal, qui donc mène ce webinaire. Donc aujourd'hui, on a un programme assez chargé. On ne s'éternisera pas trop dans les présentations. Donc, on pensait faire un 40-45 minutes de présentation. Puis, on vous demande de garder vos questions pour la fin. Il va y avoir une séance de clavardage. À la fin, vous allez pouvoir poser vos questions, puis on va pouvoir y répondre. Entre-temps, on vous demanderait de fermer vos micros, fermer vos vidéos aussi pour faciliter la connexion si c'est possible. Et puis, dans le fond, s'il y a des problèmes avec le visionnement du PowerPoint, dans le fond, nous, on va changer les diapositives au fur et à mesure, mais s'il y a des problèmes, on vous envoie un PDF à l'avance. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette présentation-là à la place. Donc, le philanthrocapitalisme, une première manière de l'aborder, c'est d'abord de revenir sur on pourrait dire une nébuleuse philanthropique qui émerge dans les années 90, dans les années 2000 surtout, qui est le résultat en fait de fortunes qui sont accumulées à partir des années 80-90 dans le secteur des médias, de la finance, de l'informatique. Et après cette période d'accumulation de ces fortunes, elles sont réinvesties donc dans des initiatives philanthropiques dans la seconde partie des années 90 et dans les années 2000. Donc, ces fortunes, elles sont investies par des gens ce qui est un peu spécifique, c'est qu'ils mènent de front à la fois leur carrière professionnelle et leur carrière philanthropique. Donc, c'est pas des gens comme dans une autre période de la philanthropie qui accumulaient, puis au moment de leur retraite, par exemple, là, ils se consacraient à la philanthropie. Là, c'est des gens, des fois, qui sont en milieu de carrière et qui mènent de front ces deux carrières, professionnelles et philanthropiques, qui créent souvent leur propre fondation qu'ils gèrent directement. Ces fortunes, elles sont investies de manière différente, mais l'ensemble de ces initiatives ont un air de famille, un air de parenté. Il y a des motifs récurrents, notamment dans l'entrelacement de l'approche entrepreneuriale et de la résolution des problèmes sociaux, dans l'entrelacement du capital et de la philanthropie, de l'intérêt et de l'altruisme. Donc, dans ces initiatives marquantes, il y a par exemple sur le monsieur moustachu que vous voyez en bas sur cette première diapo, c'est Ted Turner, donc le créateur de CNN, qui par exemple donne 1 milliard aux Nations Unies en 1997. Il y a évidemment la Fondation Gates créée vraiment au début des années 2000, c'est une première initiative avant, mais au début des années 2000, donc Bill et Melinda Gates, donc le fondateur de Microsoft, et avec l'apport de Warren Buffett en 2006, qui promet 30 milliards de sa propre fortune. Donc ça devient la Fondation Gates la plus importante au monde. Vous avez aussi en photo Pierre Omidyar, donc c'est le fondateur d'eBay, qui, lui, c'est intéressant parce que d'abord, c'est une approche particulière qu'il revendique vraiment très pro-marché, anti-gouvernement, sceptique aussi sur la philanthropie traditionnelle. Ce qui est un peu particulier pour Omidyar, c'est que très tôt, dès 2004, il fusionne sa fondation et son fonds d'investissement pour en faire un véhicule financier et philanthropique hybride, on va dire. Et il soutient très fortement la microfinance. Alors, sur notre diapo, nous, 5 personnes ont disparu. La photo n'est plus là, mais vous l'avez, vous, sur votre PDF. Donc, de 5 personnes, Bill Gates, Bono, le fondateur de la fondation Robin Hood, et puis Mohamed Yunus, du microcrédit, et le rédacteur en chef de Forbes. Donc, c'est une sorte de personnes qui travaillent ensemble avec des thématiques qui reviennent. Donc, le microcrédit, Mohamed Yunus, prix Nobel en 2006. La montée en force de l'entrepreneuriat social aussi en cette période, donc Ashoka, qui est fondée en 1978, mais qui est très financée dans les années 90 et 2000 par un certain nombre de ses fondations, qui prend son envol à ce moment-là, notamment avec des financements importants de Omidyar, qui finance aussi Mohamed Yunus. Donc tout ça se répond. On peut citer Klaus Schwab, par exemple. Schwab, c'est le créateur du Forum économique mondial à Davos, qui va créer sa propre fondation pour l'entrepreneuriat social en 1998. Dernier exemple qu'on peut donner, et vous l'avez à l'écran, donc c'est le livre de Bill Clinton, Giving, qui est lancé en 2007, et avec aussi la fondation Clinton et une initiative
des grandes initiatives, notamment en Afrique, avec des partenariats entre gouvernements, fondations, entreprises, organismes communautaires. Et dernier élément, la fondation Robin Hood, fondation emblématique parce qu'elle est portée par des cadres de l'industrie financière, Morgan Chase, Lehman Brothers, Goldman Sachs. Ces cadres de l'industrie financière ont un rôle moteur dans cette fondation à New York qui est la plus importante dans le financement des initiatives sur la pauvreté. Et la fondation Robin Hood est un bon exemple de cette vision parce qu'elle applique vraiment les mécanismes de la finance, le savoir-faire, notamment dans la mesure du risque, dans l'évaluation des initiatives, dans la mise en place de metrics très précis pour évaluer les entreprises, beau lapsus, les groupes qui sont financés. Et avec une initiative, une vision assez dure. Donc, ils disent chaque année, on coupe 10% par exemple des programmes financés. Bon. Et dernier exemple, l'initiative Giving Pledge, donc en 2010, par Gates et Buffett, qui enrôlent d'autres milliardaires pour qu'ils donnent une majeure partie de leur argent à des fins philanthropiques. Toutes ces initiatives-là, au fond, elles sont fédérées symboliquement dans un ouvrage qui s'appelle Philanthrocapitalisme, un ouvrage qui paraît en 2008. Il y a un premier article en 2006, mais l'ouvrage paraît en 2008. Et cet ouvrage, effectivement, fait une espèce de survol de toutes ces initiatives, met en scène des entrevues avec ces philanthrocapitalistes, les fait dialoguer ces initiatives, les relie, les met en dialogue, leur offre une plateforme commune. Donc, ce livre est comme une espèce de photo de famille de ces différentes initiatives. Et c'est un livre d'ailleurs qui se lit très bien, qui est très intéressant et qui est beaucoup plus nuancé en fait que certains mots d'ordre qui vont en être tirés, qu'on va détailler après. Mais voilà, c'est un livre qui se lit très bien. Mais plus qu'un livre, c'est un mouvement. Voilà. C'est un mouvement et c'est une mise en œuvre d'un mouvement philanthropique. Donc, c'est un livre qui va avoir une plateforme web qui va être beaucoup repris et qui va avoir de nombreuses rééditions, qui va devenir un objet de discussion rapidement. Et c'est aussi un livre qui est dans un contexte particulier. Il paraît en 2008, vraiment en mettant en avant un monde financier qui est montré en exemple dans le livre pour sa rationalité. Côté, il y a une approche entrepreneuriale qui sait faire, qui a de bonnes pratiques et donc qui peut guider le secteur non-profit. Et ce secteur financier est montré aussi, j'allais dire, dans sa dimension assez vertueuse. Ces gens-là ont des valeurs à la bonne place. Mais la crise financière de 2008, évidemment, met à mal cette vision-là avec la chute de certains empires financiers. Vous vous en souvenez, des scandales, comme le scandale Madoff en décembre 2008, des conséquences sociales et économiques dramatiques pour de nombreux pays, avec des problèmes de logement, de pauvreté et de santé. Donc, il y a comme une sorte de dissonance cognitive qui apparaît rapidement entre la sortie du livre et le contexte, et ça s'incarne bien dans le changement du sous-titre du livre. Vous pouvez le voir dans les 3 exemples qu'on vous a donnés. C'est en un an, les 3 sous-titres, comment ils évoluent, de comment est-ce que les riches peuvent sauver le monde et pourquoi est-ce qu'il faut les laisser faire, à comment les riches peuvent sauver le monde, et après, comment le don peut sauver le monde, avec une préface de Bill Clinton. Donc, c'est une évolution. On voit bien que le livre est pris dans un contexte très particulier. Ce livre, ses idées forces, c'est vraiment à la fois d'estampiller, on va dire, de planter un drapeau philanthrocapitalisme qui donc fédère des initiatives très différentes entre elles, mais aussi de savoir résumer en quelques formules intéressantes et saisissantes cette approche-là. Alors, j'ai mis une citation du livre qui est assez intéressante parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu de vue, mais qui dit que la première occurrence du terme en fait de philanthropie, donc de venture philanthropy, quand elle est employée à la fin des années 60 par John D. Rockefeller, donc qui est descendant de la famille Rockefeller, mais qui est très engagé dans le secteur philanthropique et dans la structuration du secteur non-profit en général aux États-Unis, c'est un acteur de premier plan de ce secteur-là. Quand il parle de venture philanthropie, il parle à ce moment-là d'une approche de savoir prendre des risques pour financer des causes sociales impopulaires. Fin des années 60, on est dans un questionnement de la part des fondations américaines jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le soutien aux mouvements sociaux, notamment dans les luttes pour les droits civiques. En gros, est-ce qu'on finance des mouvements très revendicatifs ou pas. Et fin des années 90, quand on parle de venture philanthropie, là, on n'est plus du tout dans le même sens. On est dans l'idée, au contraire, de dupliquer des techniques qui ont fait des fortunes très importantes dans la Silicon Valley et les appliquer au domaine de la philanthropie. Donc, on peut le résumer de différentes manières. C'est soit se dire, c'est savoir trouver la bonne idée,
savoir y adjoindre un capital important et surtout un accompagnement entrepreneurial. C'est-à-dire, voilà, le savoir-faire des entrepreneurs de la Silicon Valley, ça a toujours été de repérer la bonne idée, de savoir la faire grandir et de la répliquer ou de la faire bourgeonner. Donc cette idée de la fondation comme investisseur à la recherche d'un effet levier, donc la fondation comme ayant un panorama d'initiatives devant elle et son savoir-faire, c'est de savoir choisir la bonne idée, de savoir la faire grandir et donc avoir un effet levier, c'est-à-dire en mettant de l'argent à cette initiative-là, c'est aussi faire grandir l'impact de cette initiative, mais c'est aussi trouver d'autres financements rapidement. Donc c'est ça aussi l'effet levier, c'est avec un certain montant, savoir aller chercher beaucoup et générer beaucoup plus d'argent. Une emphase très importante mise sur la mesure, la reddition de comptes et l'étalonnage. Ça revient sans arrêt. L'importance de la donnée, de la mesure du risque, de ne pas se fier soit à sa vertu, soit au coup de cœur, mais au contraire à miser sur ce qui marche et savoir le mesurer avec des données probantes. Et la valorisation du risque et de l'innovation. Donc d'être à l'avant-garde, de prendre des risques. Alors, toute la rhétorique sur le risque, elle est très forte dans les premiers textes. Elle est moins forte après, c'est plutôt la rhétorique sur l'innovation qui devient plus importante ensuite. Donc voilà les idées forces vraiment qui peuvent résumer cette approche-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Allez voir sur le site du Philab où il y a un certain nombre de cahiers de recherche, de notes qui peuvent nourrir cette discussion-là. Et puis, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Merci.